Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Promptiction, le podcast data, IA et technologie d'Exact. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Arthur. Arnaud, tu es développeur Java, chapter lead chez Before et un membre très actif de la communauté tech à Paris. Cela fait quelques années que tu travailles avec nos collègues de chez Exalt IT et tous ensemble, toute l'équipe, nous sommes ravis de t'accueillir. Sans rien déflorer du podcast d'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup d'intelligence artificielle. Et est-ce que tu peux nous dire, pour toi qui es un développeur Java pur jus, quel a été ton premier vrai choc avec l'IA ? C'est une question que tu m'as posée, qui m'est arrivée plusieurs fois cette nuit. En fait, j'ai pas eu un vrai bris de glace. C'était pas là avant. Maintenant, c'est là et c'est comme si pour autant, ça avait toujours été là. Un copilote, quelqu'un sur qui on peut compter quand on a un peu de difficultés ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire qui est là pour m'aider. Mais le premier, vraiment, j'allais dire, truc qui m'a marqué, c'est pas pro. C'est tout simplement venu d'un délire, d'une private joke entre copains. Et une collègue Claire qui marche plus vite que Google, qui s'est transformée en une chanson via Udio, sur un rythme un peu cow-boy en anglais, et qui est restée, auquel on se partage encore un petit peu des extraits. Mais ouais, maintenant, c'est dans le quotidien. Tout à fait. Et on va parler de ce quotidien justement qui change avec l'IA. Ouais, que j'aime bien en général. Je vais vous dire un peu la structure de ce podcast. On va commencer d'abord à parler avec toi du développeur augmenté. Comment l'IA change l'écriture, la maintenance du code, donc en particulier autour de Java. D'ailleurs, je crois que tu avais fait autre chose avant, tu nous en parleras peut-être. OpenTelemetry notamment, et toute la partie sur laquelle il faut se poser la question de Green IT, donc comment l'IT a un impact notamment avec l'intelligence artificielle sur l'environnement. En deuxième partie, nous parlerons de l'IA au service de l'humain, parce qu'évidemment, tant qu'on reste des humains derrière le clavier, il faut pouvoir lui faire une place. Recrutement, hackathon, vie d'équipe, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est impacté ? Et enfin, le futur du métier. Est-ce qu'il faudra changer véritablement la manière d'apprendre ? Est-ce qu'il faudra changer les skills, justement, que ce soit de nos agents ou de nos collaborateurs ? Où allons-nous ? Nous commençons par la technique augmentée. Donc aujourd'hui, comme on en fait le constat régulièrement, les frontières des compétences deviennent de plus en plus poreuses, de plus en plus floues. Des développeurs back font maintenant du front grâce à l'IA. Demain, on peut même imaginer des product owners qui utiliseront Lovable pour faire des prototypes en toute indépendance. Pour toi qui es expert Java, l'IA est-elle une béquille pour sortir de sa zone de confort ou un outil de productivité pure ? En fait, l'IA va t'aider. Elle produit plus de code, plus de milliers de lignes de code que ce que tu peux faire toi en tant que développeur. Donc forcément, ça accélère ta productivité. En fait, ça accélère aussi tout ce que tu vas sortir. Si tu l'utilises mal, ça va sortir beaucoup plus de mauvais code. On va dire ça comme ça. Donc c'est à toi, de par ta connaissance du framework que tu utilises, du langage que tu utilises, de venir la cadrer et lui donner les bonnes pratiques, la façon de concevoir. Quelle est l'architecture que toi ou ton entreprise a décidé de mettre en place sur le projet ? Quels sont les frameworks, la façon de tester, la stratégie de test ? Je parle de stratégie de test et pas de pyramide de test. C'est vraiment une culture d'entreprise que tu dois venir donner à ton IA pour qu'elle puisse venir t'aider, t'accompagner, voire même te challenger sur certains aspects. L'IA, c'est en même temps un excellent moyen de se challenger. Moi, ce que j'aime bien faire quand je prends un projet, c'est lui demander une analyse SWOT. Force, faiblesse, opportunité, strength, menace, voilà. Pardon. Et pouvoir me dire, OK, à partir de ça, je sais que sur telle partie, j'ai un socle qui est solide. Sur telle autre, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, un manque d'idempotence à certains endroits, un manque de sécu, et voir qu'est-ce que je peux en faire rapidement, c'est quoi mes quick wins pour pouvoir améliorer la qualité de ce que je développe. Alors toi, tu as beaucoup évolué dans l'entreprise. Aujourd'hui, tu es responsable d'une équipe. Est-ce que le fait qu'il y ait de l'IA aujourd'hui te permet toi-même d'avoir plus les mains dans le code parce que évidemment, tu as plus d'accès. Est-ce que ça a changé aussi ta proximité au code en tant que manager ? Je suis chapter lead, donc pas forcément manager, pas de responsabilité hiérarchique, mais plutôt la responsabilité d'animer et de bâtir la communauté des développeurs, leur fournir les outils pour pouvoir travailler. Donc c'est effectivement de ma responsabilité de pouvoir leur dire, voilà, on a une ou plusieurs IA qui peuvent vous aider à développer, et surtout, comment on va sécuriser, on va dire, tout le code qui va être sorti par l'IA.
On en parlera certainement après, mais tout développeur qui utilise l'IA va produire du code, et c'est le nom du développeur qui va partir dans Git et qui va du coup qui va être responsabilisé sur cette partie-là. Donc c'est à nous, managers, éclaireurs, lead, sur ces sujets-là, d'aussi rappeler que l'IA est un outil et que c'est la maîtrise de cet outil qui va pouvoir permettre d'augmenter le développeur. Mais que derrière, c'est pas l'IA qui sera tenu responsable d'un incident, d'un bug en recette. Ça sera le développeur qui a potentiellement, par des contextes différents, voulu aller vite parce qu'il y a un contexte de pression sur le projet, parce qu'il a fait ça le soir pour rendre service, pour pouvoir sortir une US à temps. C'est sa responsabilité à lui qui sera engagée, même s'il a utilisé l'IA. Il ne pourra pas dire « c'est pas moi, c'est l'IA ». C'est aussi ce travail-là qu'on doit faire en tant que, j'allais dire, leader sur ces sujets d'IA. Mais oui, ça me rapproche du code, parce que ça permet aussi à certains développeurs d'avoir des questions un peu plus techniques en disant tiens, l'IA me propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça me libère aussi du temps, pas que sur les tâches de code, mais sur pouvoir automatiser certaines parties administratives ou autres que je peux avoir à faire. Et puis moi, ça me permet de remettre, avec ou sans IA, encore plus faire du POC, tester des nouvelles choses, tester des nouveaux frameworks, ou au contraire me dire tiens, ça m'embête, qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour le résoudre? Et donc tu parlais de responsabilisation du développeur. Est-ce que, en tant que lead justement, est-ce que tu mets en place des rituels, des expériences, de la code review, des choses qui vont responsabiliser par justement des méthodes, des réunions, des éléments humains? Alors, la communauté des développeurs back-end chez Beforbank, c'est 80 développeurs. Même si on est deux, on ne peut pas être derrière les MR de chacun. La responsabilité, elle est partagée de tout. C'est pas seulement la mienne qui va être engagée, mais moi, je viens avec un côté technique. Les autres développeurs de l'équipe, celui qui m'a pingé pour une EMR, ils sont aussi là pour apporter tout le challenge sur le côté fonctionnel. Moi, je vais dire, attention, là, il nous faut de l'idempotence, ou est-ce que tu as pensé à tel cas d'erreur, etc. Mais toute la partie challenge sur le fonctionnel, elle va être faite notamment parce que des fois, je peux poser des questions un peu de noob, mais aussi parce qu'il y a des gens qui vont être plus experts que moi sur la partie métier et qui sont dans l'équipe. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui, la responsabilité du code chez les développeurs, c'est quelque chose qui est fortement ancré. Et ça fait des années qu'on fonctionne comme ça et l'IA n'a pas changé encore cette façon de faire. Et alors, comment gérer l'IA sur des grands codes complexes? Aujourd'hui, on sait que les fenêtres de contexte deviennent de plus en plus grandes, mais sur des bases de code qui ont plusieurs millions de lignes, on ne peut pas tout envoyer dans le contexte. Alors comment tu fais pour pouvoir bien l'utiliser sur des environnements qui dépassent leur capacité de compréhension immédiate? Alors, moi, je ne vais pas dire comment je fais, parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester sur une base de code complexe, mais il y a peu de temps, j'étais à un meet-up Dev with AI à Paris, où justement, il y a eu présentation d'une méthode RPI, Research, Plan et Implémentation, avec du coup trois étapes en fait, pour arriver à faire fonctionner l'IA sur des bases de code complexes. Le but, c'est d'avoir une context window qui ne soit pas utilisée à plus de 40-60%. C'est ce qu'on nomme la smart zone et la dumb zone. Il y a des études qui prouvent que la qualité des réponses de l'IA diminue quand on arrive entre 40 et 60% et quand on passe au-delà. Plus on est dans cette dumb zone, plus l'IA a tendance un peu à halluciner ou à diverger. Et ce découpage en 3 étapes te permet justement de garder quelque chose de très précis. Donc la première étape, c'est vraiment de partir sur de la recherche. Qu'est-ce que je suis censé implémenter? À quel endroit dans le code c'est situé? Comment c'est géré aujourd'hui? Quelles sont les façons de gérer, par exemple, les erreurs aujourd'hui? Tout ça est compilé dans un fichier Markdown. L'idéal, c'est 300 000 lignes qui doit être revu par du coup, le prompteur, le développeur. Ensuite, on passe à l'étape d'après, à la partie planification. Et c'est là où on vient demander à l'IA de prévoir, de commencer à extraire des bouts de code. Comment elle ferait telle action à tel endroit, à partir du fichier Markdown qui a été donné en contexte. Et là encore, on ne produit aucun code. Ça reste des snippets de code qu'on va utiliser à quelques endroits. Et pareil, un fichier Markdown qui va être donné dans le contexte de l'étape d'après. Pareil, même topologie, même nombre de lignes à peu près, 300 000 lignes, pour que ça soit tout simplement lisible par un humain, parce que c'est plus facile de lire
maximum 1000 lignes que d'en lire des dizaines de milliers. Et après, enfin, on est dans l'étape d'implémentation avec la production de code à proprement dite par l'IA. Ce qui permet non pas de ne pas relire ce code, mais au moins de savoir pourquoi l'IA a produit ce code-là. Parce que dans les étapes d'avant, on a dit c'est à tel endroit, c'est de telle façon, c'est comme ça qu'on va le faire. Et donc ça te garantit pas, mais en tout cas ça te permet de réduire la zone d'erreur. Plus tu es attentif sur le contenu de tes fichiers Markdown auparavant, plus tu vas être focus dans la production de code après. Et une fois que le code est généré, pour bien utiliser l'IA, il faut créer de l'observabilité, donc pour voir exactement ce qui a été généré. Donc tu as parlé récemment du framework OpenTelemetry. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment il faudrait bien l'utiliser ? Je suis pas un expert. On en a chez nous, et je pense qu'il y en a un peu partout dans toutes les sociétés. L'objectif, c'est de produire des métriques, que ce soit des métriques techniques, des métriques fonctionnelles, et de pouvoir se dire, OK, je sais comment fonctionne mon microservice, mon front, mon SI, mon monolithe, si on est en monolithe. Et de se dire, OK, à partir du moment où j'ai 2% d'augmentation de CPU, je dis 2%, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est à chacun de jauger de la criticité, de la sensibilité. Là, c'est que soit j'ai introduit un bout de code qui consomme plus, est-ce que c'est normal parce que c'est une feature qui nous demande plus de calcul, plus d'accès en base de données ou d'autres choses, ou est-ce que finalement c'est sur une partie du code que j'ai pas touché, mais ma feature elle prend plus de temps, elle consomme plus d'énergie. Donc là potentiellement il y a eu un impact parce que du code a été rajouté à côté. C'est pas l'IA qui va te fournir ces métriques-là, c'est à toi développeur en tant que software engineer, j'aime bien la notion d'ingénieur, de se dire ok, j'ai produit quelque chose, maintenant c'est à moi de l'observer dans son milieu et de pouvoir me dire ok, là c'est un comportement normal, là c'est un comportement anormal. Et OpenTelemetry, c'est un standard qui te permet après d'être plugué avec plein de solutions de visualisation, d'observabilité. Et c'est à toi de savoir, j'ai une dead letter queue pour mes topics. Si j'ai 0 message qui partent là-dedans et que j'ai pas d'erreur, c'est normal, c'est que tout va bien. Par contre, si j'ai plein d'erreurs qui remontent dans mon application, mais que j'ai rien qui arrive dans cette del queue, là j'ai un problème. Et c'est toute cette sensibilité-là qu'il faut que nous, développeurs, on ait et qu'on puisse faire remonter au produit, à toutes les personnes qui ont un impact sur la qualité de ce qu'on va délivrer. Et alors, tu nous parlais juste à l'instant de consommation CPU, et en fait, on sait que c'est notamment les GPU et tous les outils qui permettent de faire du calcul distribué pour faire fonctionner des LLM qui se consomment aujourd'hui beaucoup. Est-ce que, comment tu vois le monde aujourd'hui ? Il y a ceux qui disent qu'il faut réduire l'impact énergétique, et de l'autre côté, des gens comme Sam Altman qui a dit récemment que ça mettait 20 ans d'énergie, de nourriture pour former un humain à ce qu'il devienne intelligent, et que du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser de l'intelligence artificielle. Comment tu te positionnes par rapport à la consommation énergétique, en particulier de l'IA ? Moi, je pense que déjà, on ne paye pas le vrai coût de l'IA aujourd'hui, que ce soit financièrement ou, environnementalement parlant. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un vrai standard, une façon de calculer tous ces impacts qui soient distribués, qui soient normalisés pour tous les producteurs d'IA. Et surtout, aujourd'hui, on va parler en termes de tokens. Ma requête, elle a consommé 30 tokens. 30 € sur mon compte, je sais ce que c'est. 30 000, je sais ce que c'est. Si on me demande de payer 30 € ou 30 000, je sais dire si c'est peu ou beaucoup. En termes de tokens, aujourd'hui, on n'a pas cette valeur de dire, ok, c'est, je vais dire des chiffres qui sont peut-être astronomiques, mais c'est un token, 1 litre d'eau qui est consommé. C'est 10 grammes de CO2 qui est émis. Et on n'a pas cette échelle-là qui va nous permettre de pouvoir commencer à influer les esprits pour dire, ok, c'est bien ce que tu as fait, tu as utilisé, tu nous as produit 3 IHM, 3 fronts, ça marche nickel, très bien. Par contre, en fait, ça nous a coûté autant que un microservice en production pendant 2 ans sur une feature qui est critique. Et ça, on n'a pas ce niveau d'équivalence-là encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont cette maturité-là pour arriver jusque-là. Je pense que l'IA, c'est un sujet en plus dans le numérique responsable aujourd'hui, qu'on soit déjà bon sur les niveaux de consommation, que ce soit de CPU, le CO2 qui est produit derrière, etc., pour pouvoir avoir une vraie GreenOps, un vrai GreenOps, de l'observabilité sur tout ce que consomme et produit nos fronts, nos composants. Et après, on pourra appliquer les mêmes principes sur l'IA
et se dire, OK, là, ça vaut le coup de l'utiliser, ou finalement, j'ai gagné 20 minutes. Par contre, je vais grossir le trait, hein, mais j'ai tué 3 arbres dans la forêt amazonienne en contrepartie. Est-ce que les 20 minutes valent vraiment les 3 arbres dans le futur? Pour terminer ce premier bloc, petite question d'actualité. Est-ce que tu penses qu'un développeur aujourd'hui qui ne prompte pas est déjà un développeur legacy? Je pense qu'un développeur qui n'utilise pas l'IA, c'est un développeur qui, pour moi, ne se maintient pas à la page. L'IA, c'est devenu un outil qui est nécessaire et qui est, de par tout ce qu'il peut apporter, que ce soit de positif ou négatif, est rentré dans nos vies très rapidement. Et je pense qu'on n'a pas vu encore le bout, peut-être même le 10e de ce qu'il est capable de nous apporter. Ne pas utiliser l'IA en tant que développeur aujourd'hui, c'est se fermer d'un marché. C'est réduire son employabilité. Et pour moi, c'est plus un danger de ne pas utiliser l'IA. On peut être critique envers l'IA. On peut se dire, OK, je tente. Il faut le tenter en n'étant pas pourvu de biais. Il faut dire, OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça m'amène à réfléchir sur ma façon de produire le code? Je t'ai dit tout à l'heure, hors antenne, que j'étais un peu un vieux grincheux sur l'IA. Et je suis en train de voir aussi tout ce que ça peut m'apporter, à quelle vitesse ça peut changer les choses dans une entreprise. Et pourtant, ça me permet aussi de regarder, d'avoir un regard critique. Ok, très bien, on fait un front en 1 heure. Mais est-ce que demain, quelqu'un pourra reprendre le code de ce front, le faire évoluer s'il y a besoin d'une micro-retouche, ou est-ce qu'il faudra encore consommer des dizaines ou des centaines de tokens pour pouvoir, je vais grossir le trait, changer la couleur d'un bouton, déplacer un bouton? Tester l'IA, c'est aussi apprendre à prompter différemment. C'est pas lui dire je pense ou qu'est-ce que tu penses de mon code. C'est vraiment lui dire basé sur tel et tel critère, comment tu évaluerais mon code. C'est enlever ce côté émotion presque que nous on peut avoir en tant qu'humain d'affectif, et c'est d'être vraiment très factuel. Et c'est là où il faut aller chercher l'IA pour moi. C'est aller chercher ce côté fact-checking, pouvoir se dire ok, j'ai produit du code, je pense qu'il est bien. Comparé avec tout ce que toi, IA, tu as dans ton contexte, qu'est-ce que tu peux en ressortir? Merci beaucoup pour clôturer ce premier élément, pour clôturer ce premier chapitre. On a un petit jeu qui s'appelle Fast and Curious. Je vais te poser des questions. L'idée, c'est que tu répondes en 1 ou 2 mots et ce qui te vient la première chose à l'esprit. Copilot ou Cursor? J'utilise Gemini. IntelliJ avec un plugin IA ou éditeur de texte nu? Moi, je suis plutôt, j'allais dire, confort, IntelliJ avec plugin IA. Le code généré par l'IA, tu le review ou tu lui fais confiance? Je le review. C'est ma responsabilité derrière. Et ton outil indispensable d'IA en dehors du code? C'est une très bonne question. Je dirais que je vois beaucoup de gens utiliser Perplexity pour faire de la recherche, pour pouvoir creuser pas mal de choses. Je l'utilise moi pas personnellement, mais aujourd'hui, dans tous les navigateurs web, tu as un petit compagnon IA qui vient te faire un résumé de la recherche de ce que tu es en train de faire. Et je trouve qu'au final, c'est pas moi qui l'ai installé, mais quand tu as juste besoin de chercher un complément d'infos sans forcément rentrer dans les détails, ça fait gagner pas mal de temps. Bon, tu n'as pas respecté la consigne sur les 2-3 mots, mais comme c'était intéressant à garder. Deuxième bloc, deuxième partie, recrutement et communauté. Arnaud, tu as mené plus de 100 entretiens d'embauche en 1 an. Comment l'IA impacte-t-elle ta vision du bon candidat? Je m'en sers pas trop. Je préfère encore, tu vois, moi, relire un CV, un dossier de compétences. Je vais, lors de l'entretien, j'allais dire bousculer, mettre sur le grill, utiliser cette expression-là, le ou la candidate. Et le but du jeu, c'est de voir aussi quel est lui ou elle son rapport à l'IA. Est-ce qu'il lui fait confiance aveuglément? Est-ce qu'il est critique? Est-ce qu'il en veut pas? Et en fait, c'est de partir de ces faits qui sont présentés par le candidat pour pouvoir, parfois, moi, prendre le contre-pied de ce que je pense, juste pour voir comment le candidat va réagir. Et du coup, si un candidat veut utiliser une IA pendant un test de technique, est-ce que pour toi c'est de la triche? Est-ce que c'est une preuve d'efficacité? Est-ce que tu veux que les gens sachent coder à main nue, entre guillemets? Comment tu
Comment tu juges quelqu'un? Tu vas dire que je suis exigeant, mais je vais te répondre les deux, mon capitaine. En fait, pourquoi... Par exemple, nous, on fait un test à la maison. C'est pas ultra compliqué, c'est un gestionnaire de score de tennis. Il y a quelques règles, je veux dire un peu casse-pied, l'égalité qui est à gérer. Et dans ces exercices, on voit des qui sont générés par l'IA. Et ça se voit parce que le code se ressemble. Quand tu fais sans entretien, tu commences à voir des choses qui se ressemblent un petit peu. Que tu l'utilises pour faire un readme à partir du code que tu as produit, c'est très bien, ça te fait gagner du temps. Tu l'utilises dans le cadre de l'entretien, alors que c'est pas expressément dit que tu peux pas de problème. Mais sois clair sur ce que tu as fait, comment tu t'en es servi. Ça se voit. Peut-être que ça se voit de moins en moins parce que l'IA progresse, ou que je fais moins d'entretiens. Mais ça se voit. Donc sois, pour moi, clair et transparent sur... C'était pas interdit. J'ai utilisé l'IA. Je veux dire... moi, je suis développeur, j'utilise l'IA quand j'ai un problème. Comme auparavant, j'utilisais Stack Overflow pour aller trouver un élément de réponse. C'est un outil comme un autre, il faut apprendre à l'utiliser, mais surtout, il faut être transparent sur l'usage qu'on en fait. Tout à fait. Et du coup, la question, c'est, dans ce cadre-là, est-ce que l'IA va nous forcer à plutôt tester l'humain que la syntaxe Java? Parce que fondamentalement, la syntaxe, on pourra la faire contrôler. Et ce qu'il faudra, c'est contrôler les humains pour être sûr qu'ils fassent bien leur boulot. Et en fait, il y a, dans l'entretien, moi, je vais plutôt chercher enfin, ça dépend. J'ai encore une réponse, ça dépend. Tu vas me dire, il y en aura encore quelques autres. J'imagine. Mais pour un profil d'interne, par exemple, on a tout un set de compétences qu'on recherche. Ok, très bien. On peut se dire qu'on va faire évoluer le candidat. Donc, on va plus chercher un potentiel. Donc là, on va plus chercher l'humain, sa façon de penser, sa façon d'aujourd'hui, se voir quelles sont aujourd'hui ses connaissances, ses limites. Et quand je vais faire un entretien, une soutenance pour un externe, c'est souvent pour un besoin qui est urgent, pour pouvoir renforcer une équipe. Là, je vais plutôt chercher de la compétence directe. Et du coup, je ne vais pas chercher exactement, poser les mêmes questions de la même façon. Et chercher de l'IA sur quelqu'un qui a déjà des compétences, je vais lui dire, OK, qu'est-ce que tu connais aujourd'hui? C'est quoi les compétences que tu as? Comment tu peux les augmenter encore par l'IA? Qu'est-ce que l'IA te permet de faire que tu n'arriverais pas à faire aujourd'hui? Et sur un dev où on cherche plutôt du potentiel, OK, on peut l'aider parce qu'on a un peu plus de temps, on peut l'aider à monter en patate, on peut l'aider à utiliser l'IA d'une façon un petit peu différente que juste produire du code et être beaucoup plus critique sur ce qu'il va produire lui-même. Et alors, tu as récemment organisé, il me semble, en tout cas tu as pitché au cours d'un hackathon, une idée pour remplacer des fichiers Excel par une app. Alors ça fait écho à quelque chose que j'aime bien dire pour provoquer, c'est que je pense que demain les fichiers Excel seront interdits dans les entreprises. J'aimerais bien. Parce qu'en Elle fait, est où la pétition? Parce que je la signe tout de suite. Eh ben, écoute, tu pourras mettre un like sur mon post LinkedIn où j'exprimais ça, en disant que fondamentalement, une base de données Excel, c'est une base de données qui est en dehors de la DSI, surtout que c'est de la donnée qui est très mal partagée. Et donc, voilà, ta proposition, c'était de le remplacer par une app. Et est-ce que l'IA te permet là de passer d'une idée plus rapidement, en fait, du MVP, jusqu'à des contextes d'innovation interne, en particulier dans une banque? Est-ce que tu as gagné de la vitesse de vélocité comme ça? Alors, ça date de l'année dernière. On n'avait pas encore d'assistant de code, donc on l'a fait, j'allais dire, à la mano, à la façon traditionnelle. Mais aujourd'hui, les développeurs qui ont travaillé sur le projet avec moi ont quitté l'entreprise. Donc oui, forcément, si je veux continuer à faire évoluer, surtout avec la même rapidité, j'allais dire, j'ai pas de choix que de recourir à l'IA pour pouvoir aller encore plus vite. Mais ce que je disais hier à un développeur, un fichier Excel, tu as raison, hein, c'est une base de données. Tu le donnes à l'IA et dire, OK, je vais te construire un modèle de données qui va avec. Tu peux le challenger ou l'accepter tel qu'il est. Et il peut te faire un front. Après, tout dépend de la qualité de ce que tu veux derrière. Est-ce que tu veux produire une mini-application qui soit utilisée par 10 personnes en interne où il y a très peu d'évolution? Tu n'as pas besoin d'avoir le top du top en termes de state of the art. Tu peux te dire, OK, je prends un framework front que je connais, que je maîtrise, et je ne vais pas aller tester quelque chose que je ne connais pas. Mais oui, pour moi, l'IA va pouvoir nous permettre, dans toutes les entreprises, de faire disparaître ces fichiers Excel qui traînent un peu partout. Pour moi, c'est le grand mythe de la base de données fiable et unique. Aujourd'hui,
si dans toutes ces organisations qui ont des data lakes qui parfois ressemblent un peu à des data swamps dans lesquels il y a beaucoup de données qui est très, très diverses, comment tu conseillerais à ces entreprises de pouvoir, et notamment avec des humains, de dire comment on organise cette donnée pour que demain l'IA puisse travailler. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est que l'IA n'a pas accès à toutes les bases de données et donc peut dire des bêtises juste parce qu'elle n'a pas le bon contexte. Ouais, tout ce qui est data gouv, c'est un gros sujet, je pense, partout dans beaucoup d'entreprises. Certaines sont meilleures que d'autres. Mais déjà, pour prendre le contexte propre à Before on a de l'API, on a du Kafka, tu as de la base de données derrière. Et pour autant, on peut avoir une redondance de champs qui n'ont pas le même nom. Un dictionnaire de données, ça prend du temps à constituer. Mais l'IA peut te permettre d'accélérer tout ça. Si tu as un repo avec tous tes schémas de topics, tu peux déjà lui faire manger tout ça et il peut te dire bah là attention, tu as 3 nommages différents pour un même attribut. Donc tu vas pouvoir gagner du temps pour établir ce dictionnaire de données, cette data gouv. Après, si tu en es là, c'est aussi que tu n'es pas data-centric au départ. La data, elle n'est pas au départ de tous tes besoins, de toutes tes constructions. Donc c'est important, encore plus avec l'IA, de vraiment mettre la data au centre. Commencer à construire une feature, c'est quelles sont les datas qu'on a aujourd'hui, quelles sont celles qui nous manquent, comment on va aller les chercher. Et pour ça, tu ne peux pas le faire sans avoir quelqu'un de la data qui est là, qui te dit « Ok, ça existe déjà à tel endroit, ça existe déjà à tel endroit ». Sinon, tu vas remultiplier les sources, tu vas multiplier les représentations de cette même donnée, et tu vas arriver dans un data swamp au lieu d'un data lake tout beau. D'où le fait qu'il faut des humains pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et alors, si je retourne sur la partie plus recrutement, je crois que tu as partagé récemment une leçon d'humilité sur un candidat qui s'est senti nul. Est-ce que l'IA, justement, en mettant la barre de la productivité très haut, ne risque pas de brûler les juniors ou de créer un nouveau complexe de l'imposteur ? Je vais revenir sur l'anecdote. Déjà, je m'excuse auprès du candidat. C'était pas l'objectif On ne donnera pas son nom. de le faire ressentir ça. C'est un entretien, je pense que j'ai pas bien conduit. C'est pas, je pense, c'est sûr, parce qu'on est arrivé là. Mais oui, ça m'a perturbé pas mal de temps. L'IA va accélérer la productivité. Encore une fois, c'est le nombre de lignes de code que tu produis. Les devs, peu importe leur niveau d'expérience, ont conscience que l'IA produit beaucoup plus. Ce qui va être important, c'est la capacité d'intégrer ces lignes de code de façon propre et correctement testée dans un IC. Et à tout niveau, junior, expérimenté, expert, on peut avoir des forces et des faiblesses. C'est à nous d'utiliser l'IA pour pouvoir magnifier ces forces et aller chercher comment réduire nos faiblesses, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre, etc. Pour moi, c'est pas tant un danger pour les juniors d'aujourd'hui, c'est une façon différente de voir le monde du travail demain. C'est comment un outil qui, pour eux, est natif. Mes enfants n'ont jamais connu l'ère sans Internet. Certains juniors qui arrivent sur le marché n'ont pas connu le dev sans IA. Il faut leur apprendre que tu as besoin d'avoir des connaissances profondes et que tu ne peux pas juste faire confiance à de l'IA. Et pour ça, rien ne remplace les rencontres, l'expérience, les meet-up que tu peux faire le soir ou même du partage d'expérience, du pair avec d'autres personnes dans ton entreprise. En soi, c'est pas tant ça va tuer les juniors, même si aujourd'hui le code boilerplate que te génère l'IA est généré beaucoup plus vite que par un junior, mais ça va nous forcer à se dire ok, pourquoi on produit du code de telle façon. Alors, pour moi, ça va accélérer la connaissance de certains patterns et pouvoir se challenger sur tiens, je veux mettre en place tel pattern. Tout le monde parle du clean code, des principes solides. Qu'est-ce que je peux faire de mieux quand j'ai, moi, appris sur un forum ou autre ces principes? Comment je peux me challenger via l'IA, via l'expérience d'autres développeurs pour pouvoir améliorer mes pratiques? Et c'est comme ça que moi, je souhaite voir l'IA. Pas juste, tu parlais tout à l'heure d'un product qui va prompter et avoir un produit qui sort. La semaine dernière, chez nous, on avait un ingénieur de Google qui disait qu'il avait un très bon copain qui s'était payé une maison secondaire dans le Montana parce qu'il était venu en renfort de boîtes qui avaient fait que prompter
tu vois, leur produit et qui s'étaient retrouvés en production sur une app de rencontre avec des utilisateurs qui avaient accès aux messages d'autres utilisateurs, etc. Donc, ça va accélérer énormément de choses, mais si on ne le cadre pas, ben, on va avoir aussi de plus en plus de coups de secours. Tu vois, et il y a certains qui vont jouer les pompiers pour pouvoir redresser la barre. Fast and Curious numéro 2. De nouveau, une réponse. 2-3 mots, 2-3 mots cette fois. Un CV généré par IA, est-ce que ça se voit tout de suite? Je pense pas. Mieux vaut un dev moyen qui maîtrise l'IA ou un génie qui la refuse? Je dirais que tout se joue dans les compétences humaines, du coup. Donc encore une fois, ça dépend. Ta plus grande peur face à l'IA? Pousser du code sans l'avoir relu. Ton plus grand espoir? T'en parlais tout à l'heure, c'est la diminution du coût de développement d'une interface. Troisième et dernier chapitre, on va parler avenir et transmission. En tant aujourd'hui que Chapter Lead, tu animes des communautés. Quel est le rôle de l'humain quand l'IA peut répondre à 90% des questions techniques sur n'importe quel chat d'entreprise? Je pense que l'IA, elle est accessible aux développeurs, mais le développeur, il a un rôle aussi d'expliquer la tech à son produit et de créer un lien et d'aller comprendre comment fonctionne le produit. Les meilleurs devs aujourd'hui, pour moi, c'est ceux qui sont attachés à cette connaissance fonctionnelle et qui vont pouvoir faire des choix techniques parce qu'ils ont une expérience sur le côté fonctionnel. Je ne suis pas sûr que l'IA, même si elle peut relire toute la base de code ou être pluguée avec tout l'historique de Jira, et encore, ça dépend comment l'IA est configurée dans vos entreprises, elle puisse avoir ce côté suffisamment vulgarisé pour pouvoir aller expliquer pourquoi je veux faire telle chose, pourquoi je vais me servir de l'IA à tel endroit, pourquoi je ne vais pas me servir de l'IA à tel endroit, et surtout, c'est quoi le coût à ne pas faire de cette façon-là. Parce que l'IA, c'est une autoroute de production. Et pour autant, quand nous, on prend l'autoroute pour partir en vacances ou autre, on a quand même besoin de faire des pauses. Et la responsabilité du développeur, c'est de pouvoir justement faire ces pauses-là un petit peu sur son produit pour pouvoir dire, OK, on a besoin de se régénérer, on a besoin de gérer de la dette technique, on a besoin d'améliorer certains process qui existent déjà et d'aller expliquer tout ça à son produit pour que le produit dans son ensemble fonctionne. On a beau avoir le meilleur produit du monde, s'il ne fonctionne pas, il ne sera pas utilisé. Et là-dedans, tu parlais de rouler sur l'autoroute, donc je pense que toi, tu as eu l'occasion de faire beaucoup de choses dans ta vie et aussi d'avoir des seniors qui t'ont aidé, qui t'ont fait monter en compétences, etc. Aujourd'hui, l'IA remplace le travail des juniors, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Comment on fait demain pour avoir de nouveaux juniors? Comment on peut aider des jeunes qui sont dans le marché de l'emploi auquel on dit avec l'IA, le monde va être fantastique, mais dans lequel on ne donne pas nécessairement leur chance aux juniors parce que l'IA peut faire leur travail? L'IA, il faut la considérer pour certains comme un développeur junior. Donc ça veut dire que tu vas, via les skills que tu peux rajouter dans son contexte, tu vas lui donner des façons de faire. En tant que développeur junior, je comprends qu'on voit l'IA comme une grande marche, une grande ombre qui arrive sur le marché du travail. Pour autant, il faut arriver à se dire, OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Comment je peux m'en servir pour m'améliorer, pour apprendre? Pourquoi il y a telle ligne dans tel fichier Markdown? Qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec cette ligne-là? Donc il faut aller creuser un peu plus en profondeur. Et en faisant ça, on sera soi-même devenu un peu plus qu'un junior. Et c'est le rôle de tout le monde que d'avoir cette curiosité-là. Et c'est aussi le rôle des seniors, des mecs qui ont un peu plus de route, de kilomètres au compteur comme moi, de venir dire à des juniors, OK, là on peut utiliser l'IA. Pour autant, j'aimerais qu'on n'utilise pas l'IA dans ce cas-là, parce que je veux te montrer pourquoi on le fait. Comment tu le ferais toi? Comment moi je peux te challenger? Et après, on peut rajouter une couche d'IA. En disant, voilà, ça prend du temps, de toute façon, de faire monter en compétence un dev. Et pourtant, si on n'a plus de junior, si on n'a plus de dev, c'est le nom de qui sera dans Git quand le code devra être pushé? Peut-être un serveur OpenClaw qui aura pushé lui-même sur des repos. Et effectivement, donc, ce dont tu parles beaucoup, c'est aussi notamment pour des jeunes développeurs. Tu conseilles beaucoup d'aller dans des meet-up et en fait de s'exposer à la communauté. Effectivement, on sait que l'IA peut avoir un rôle d'enfermement parce qu'on finalement on
peut avoir beaucoup de réponses immédiates, mais c'est pas forcément les réponses profondes et celles auxquelles on a envie d'avoir accès. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commencerait ce métier, comment tu leur conseillerais de faire leur premier pas, typiquement même en avant d'avoir le premier boulot, pour commencer à justement prendre l'expérience qu'il peut prendre dans ce qui existe. Il y a une multitude de meet-up, peu importe qu'on soit du back-end, du front-end, qui existent un peu partout. Et le site Meetup qui te permet de retrouver plein de choses. Il faut pas hésiter à y aller. Enfin, moi, c'est un regret quand je regarde mon parcours, c'est de ne pas m'être aperçu de cette volonté de partage qu'il y a dans la communauté de dev. Il y a tellement à apprendre. Il y a plein de rencontres qui peuvent se faire. Et c'est aussi l'occasion pour un junior de dire, d'aller voir des gens qui sont déjà en place, d'aller avoir des petits trucs ou astuces, de pouvoir se dire je vais lancer un appel sur LinkedIn pour pouvoir passer des entretiens, pour pouvoir avoir des revues de choses. Moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Un développeur qui sortait d'un bootcamp qui a fait appel à son réseau LinkedIn en disant cherche à passer des entretiens, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pris 1 heure avec lui. Et en fait, c'est le sens du partage, que ce soit sur Meetup, sur LinkedIn, il y a des gourous de plein de mouvements, etc. Il faut commencer à intégrer un peu tout ce qu'ils disent, mais surtout aller chercher comment ils sont arrivés là. C'est quoi le fond qu'il y a derrière? Il faut creuser, il faut se renseigner, il faut être curieux. Ça fait beaucoup j'allais dire, travailler à la maison, travailler en plus, mais c'est pour moi ce qui permettra aux juniors de se démarquer et d'être finalement junior avec 2-3 ans d'expérience, mais avoir autant de bouteilles que quelqu'un qui a déjà 3-5 ans de pratique. Et justement, si on arrive à ces gens qui ont 3-5 ans de pratique, ce qu'on constate beaucoup dans nos métiers, c'est que les compétences et les appétences qu'on demande aux consultants, donc notamment chez nous, mais à tous les travailleurs, tous les software engineers, c'est de plus en plus, à mon sens, d'avoir une base de compétences qui s'élargit. Là, on demandait à des gens d'être très précis, très experts. On leur demande de manger un petit peu pour, par exemple, des gens qui font de la data engineering, d'aller un peu vers la data science, des software engineers qui font plutôt du back-end, d'aller un peu vers le front-end. Et donc, mon sentiment, c'est que l'IA, en fait, rend plus flou les cercles de compétences et d'expertise. Comment ça se traduit? Est-ce que toi, tu constates la même chose? Je suis partagé, pour être honnête. J'allais dire encore une fois, ça dépend. C'est un peu le sous-thème de cet entretien. En fait, ça dépend de... Côté entreprise, c'est quoi la culture que tu veux mettre en place? Est-ce que tu veux pouvoir changer ton code plusieurs fois en production par jour, quitte à avoir 0 ou peu de maîtrise, de connaissances sur ce code-là? Donc vraiment être opposé sur de l'IA et avoir des gens qui soient très généralistes, qui vont servir de l'IA pour produire du code. Et tu fais énormément de mise en prod avec beaucoup d'A/B testing, beaucoup d'observabilité derrière pour te dire ça va marcher, ça va pas marcher, comment on peut l'améliorer? Ou alors est-ce que tu veux quelque chose qui soit, j'allais dire, carré, solide? Moi, je travaille dans une banque, tout ce qui est la partie paiement, tu n'as pas envie de la changer 15 fois par jour. Tu n'as pas envie de la changer parce qu'il y a un incident à chaque fois. Tu veux pouvoir avoir des gens qui ont les connaissances et les compétences pour pouvoir, que ce soit en plein milieu de la journée ou en plein milieu de la nuit, s'il y a un incident, se dire, OK, ça vient de là, voilà comment on va le fixer. Donc, quand j'entends culture d'entreprise, c'est quel est le degré de connaissance tu veux que tes équipes, elles aient de ce code-là. Si tu veux un degré de connaissance fort, tu es pour moi obligé d'avoir ces profils très expérimentés, bien découpés. Si tu veux quelque chose qui roule énormément, qui tourne énormément, tu peux justement avoir des profils où les frontières sont plus floues. Tu peux avoir des devs qui aujourd'hui font du back-end sans pour autant avoir énormément de compétences, tout ce qui est base de données. Tu vois, je pense que DBA, c'est un métier qui s'est un peu perdu, où les responsabilités elles sont un peu plus partagées partout. Est-ce que tu peux même expliquer ce que ça veut dire DBA? Je suis pas sûr que tout le monde qui nous écoute sache ce que c'est. C'est un administrateur de base de données, database administrator. Mais moi, je commençais dans le mainframe. Il y avait un DBA qui regardait les requêtes que tu faisais. Quand je passais sur le monde Java, le monde open, on appelait ça à l'époque, tu en avais encore qui regardaient les requêtes qui étaient exécutées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus donné à l'IA. Sur la plateforme GCP, tu peux avoir un Cloud Assist qui va venir te dire, regarder tes requêtes qui sont dans Cloud SQL et te dire celle-là elle est lente, celle-là elle est pas lente, voilà ce que tu pourrais faire. C'est une compétence qui s'est un peu perdue.
et qui pourtant est nécessaire pour la qualité de tes applications. Donc on se repose sur l'IA sur certaines parties. Est-ce que c'est bien? C'est pas moi d'en juger. Je pense que derrière, il y a une histoire économique. Si tu as des profils très généralistes qui peuvent faire tout, tu vas pas payer des experts dans certaines parties. Mais là, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux, toi, en tant qu'entreprise, comme connaissance et expertise sur ton code. Arnaud, notre entretien touche à sa fin. Pour un mot de la fin, comme je te le disais avant, quand on a discuté, moi j'aimerais bien que pour les plus jeunes qui nous écoutent, ceux qui sont encore en études, ceux qui justement vont affronter le monde qui accélère, quel est le conseil que tu leur donnerais? Ça veut dire que je suis un peu trop vieux et que je vais dire toujours les mêmes choses, mais aller rencontrer les gens. LinkedIn, ça marche très bien. Et il y a plein de Slack qui existent pour partager des infos, pour pouvoir partager des posts qui viennent à peine de sortir. Il y a plein de communautés, plein de meet-up. Et surtout, il ne faut pas avoir peur quand on est là-bas, c'est pas juste faire acte de présence et écouter, c'est venir poser les questions, c'est arriver à faire un peu de personal branding, savoir se présenter, juste dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient chercher. Ça permet de poser un cadre facile et de faire en sorte qu'un junior qui vienne te voir ou vienne me voir et ils te disent moi je suis encore en études, je viens chercher de la connaissance parce que j'ai un peu peur pour le monde du travail, mon monde du travail de demain. Quels conseils tu peux me donner? Soyez curieux déjà. Pour moi, être dev, c'est être étudiant permanent. Il y a plein de frameworks qui sortent tous les jours. L'IA va à une vitesse folle et on a tous les jours à apprendre, ce qui rend la frontière de connaissances extrêmement importante. Mais il ne faut pas aussi hésiter à se dire ok, tout ça, je ne le regarde pas parce que je préfère me concentrer sur mes basiques à moi, définir ces basiques, dire ok, ça je maîtrise pas. Et ce que je maîtrise pas, comment je peux aller chercher de l'info? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y mettre un peu d'énergie? Est-ce qu'au final, le mieux, c'est pas de se faire une roadmap d'apprentissage? Il y a pas mal d'outils qui te permettent de dire ok, je veux être un bon dev, par quoi je commence? Est-ce que je commence un bon dev front juste par comment ça fonctionne Vue, comment ça fonctionne Angular ou React? Ou est-ce qu'au contraire, je me concentre sur les bases? JS, HTML, CSS. Chacun doit se faire sa voie et puis il y a tout un parcours d'auto-formation qu'on peut se créer et je pense que l'IA a beaucoup de choses à nous apporter pour pouvoir se créer ça. Merci beaucoup Arnaud. Avec grand plaisir. On se retrouve au prochain Meetup ou au prochain Devox pour voir si tes prédictions se réalisent. J'ai hâte. Merci beaucoup.